Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour Dimanche en politique. Pesticides, le difficile consensus, c'est le titre de cette émission. En ce moment, le débat sur l'utilisation des produits phytosanitaires divise en France. Certains maires ont pris des arrêtés anti-pesticides dans certaines communes. Le gouvernement, lui, a choisi de lancer une grande consultation publique sur ce thème. Les citoyens ont jusqu'au 1er octobre pour justement y participer. Un décret devrait entrer en application au 1er janvier 2020. Alors, faut-il davantage encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité des habitations? Et si oui, à quelle distance? Eh bien, on en débat avec nos différents invités. Vous, évidemment, téléspectateurs, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Le mot-clé s'affiche sur votre écran. Avec nous, Dominique Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député PS de Meurthe-et-Moselle et vous êtes agriculteur bio. J'ai été, oui. Dans le Toulois. Henri Boguet, vous êtes maire de Fontoy, vous êtes avec nous en duplex depuis votre mairie. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin et vous êtes maire et vous avez pris un arrêté anti-pesticides en 2017, un arrêté qui a été cassé. On en parlera dans un instant évidemment avec vous. Rémi Dick, vous êtes maire de Florange. Vous aussi, vous avez pris un arrêté anti-pesticides, c'était en 2017. Lui est toujours en application. Vous nous direz pourquoi. Guy Haraud, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts pour la Lorraine. Bonjour. Bonjour à vous. Et puis Laurent Rouillère, vous êtes agriculteur, vous êtes président départemental de la Chambre d'agriculture et éleveur justement à Essay-Mézeray. Première question, Henri Boguet. En France, plusieurs villes ont pris des arrêtés anti-pesticides, mais vous avez décidé de le faire bien avant tout le monde. C'était en 2017. Vous étiez un précurseur, si je puis dire. Je rappelle que vous êtes médecin. Pourquoi vous avez décidé dès 2017 de prendre un arrêté anti-pesticides sur votre commune ? Eh bien, tout simplement parce que les apiculteurs m'avaient averti du problème qu'ils rencontraient avec l'utilisation des néonicotinoïdes. Ce produit est utilisé en agriculture. Il y a des règles à respecter qui ne l'ont pas toujours été, mais surtout lorsque les apiculteurs ont remarqué que l'utilisation de ces produits à proximité de leur rucher entraînait une perte importante du nombre d'abeilles, leurs colonies s'effondraient et il y avait bien sûr une perte importante de leur récolte. Vous avez, dites-moi... Le problème des... des néonicotinoïdes. Oui. Vous êtes médecin. Est-ce que vous, sur la santé de vos patients, vous avez vu justement des incidences et des problèmes de santé sur vos patients dus aux pesticides? Alors, est-ce que vous avez fait des constatations? Personnellement, j'en ai pas vu, mais j'ai eu des discussions avec un confrère notamment, un interniste de la région, qui me disait qu'il avait eu un agriculteur qui avait eu des problèmes de paralysie et de polynévrite qui étaient en rapport avec l'utilisation de certains produits et des symptômes qui ont totalement régressé au bout d'un certain temps. Alors, Monsieur Boguet, je rappelle que votre arrêté a été cassé en 2018 par le tribunal administratif. À l'époque, une pétition avait recueilli 53 000 signatures. Rémi Dick, vous aussi, vous avez pris un arrêté. Alors, le vôtre est toujours en application? Oui, effectivement, la ville de Florange, après une décision du conseil municipal, a pris un arrêté qui est toujours en application. Alors, on met ça sur le fait que le contrôle de légalité a dû louper l'arrêté lui-même. Donc, effectivement, il est encore actif. L'interdiction est totale sur votre commune. Vous comptez combien d'agriculteurs, par exemple, chez vous? On a 4-5 exploitants. Est-ce que vous contrôlez si véritablement l'arrêté... L'objectif n'était pas une démarche punitive. L'objectif était surtout d'alerter l'opinion. Et le précurseur, c'était Henri Boguet. Qui a appelé l'ensemble des maires de la région à faire comme lui. Et donc, on avait suivi à l'époque Henri. À l'époque, c'était pour sauver les abeilles. Dites-moi, est-ce que c'est au maire de prendre justement un arrêté anti-pesticides, Dominique Potier? J'étais à l'époque président de la communauté de communes du Toulois. J'étais maire d'un petit village, les Saint-Rémy, mais président de la communauté de communes. Et des viticulteurs, des riverains, des élus nous alertent sur des craintes, des peurs, des alertes sur une présomption de problèmes sanitaires. On a réuni tout le monde, la Chambre d'agriculture, à l'époque, les viticulteurs, ces maires, et on a lancé tout un programme de conversion à l'agroécologie. Aujourd'hui, le vignoble du Toulois est certainement un des vignobles les plus écolos et les plus bio. 7 ans après, 80% du territoire est en agriculture biologique, en viticulture biologique. Donc on n'a pas réglé le problème à 10 mètres
à 100 mètres ou à 500 mètres, on l'a réglé dans sa totalité. Et c'est le sens du combat que je porte. Donc ce qui m'importe, c'est que cette question des distances, qui sera celle que donnera la science, on la gère avec intelligence et qu'on en fasse le laboratoire d'une mutation de l'agriculture et qu'on réconcilie les paysans avec la société. Le gouvernement, justement, a lancé cette consultation pour trouver un consensus sur l'utilisation des pesticides à proximité des habitations. Vous parliez justement de la distance minimale, 5 mètres, 10 mètres, 5 mètres pour les cultures dites basses, c'est-à-dire les céréales, 10 mètres pour les cultures hautes. Les préconisations donc sont faites par l'ANSES. En tous les cas, ces mesures ne sont pas véritablement bien accueillies du côté des agriculteurs. Je vous propose de regarder ce reportage de Christophe Gaumont et Sébastien Roch. Pas d'épandage de pesticides à proximité directe des habitations. Pour la première fois en France, le gouvernement propose des distances minimales à respecter. Fabrice Couturier est le président de la FDSEA de Moselle. Il est très en colère car, dit-il, cela va occasionner une perte de revenus pour les agriculteurs. Si la réglementation nous est imposée, ça veut dire qu'on va perdre une partie tous de surface à exploiter. On va continuer à payer un impôt foncier, à payer éventuellement des fermages, à avoir des frais. On va entretenir les terrains sans avoir de rémunération. Outre une perte de revenus, cette mesure, selon la FDSEA, va rendre plus compliqué encore la vie des exploitants. Il n'y a pas que cette distance minimale, il y a aussi le fait de prévenir les riverains 12 heures à l'avance et d'avoir, parce que c'était dans le texte initial, d'avoir des horaires et des dates de traitement qui nous seraient imposées. Donc en clair, on ne peut plus traiter. Donc on ne peut plus assurer la qualité sanitaire des produits. Clairement, ça veut dire que demain on fait du bio au prix du conventionnel. Enfin écoutez, si les politiques vraiment persistent là-dedans, il faut un plan social pour l'agriculture, on va en venir là. Il faut un plan social pour l'agriculture, dites-moi Laurent Rouillère. Globalement, lui, hors sujet phytosanitaire. Le sanitaire, et ce que dit Fabrice dans le reportage, est une vraie réalité. La tension économique très dure aujourd'hui de notre activité, toute production confondue. Mais est-ce que vous avez conscience que les pesticides sont un enjeu de santé publique et on en est conscient puisque aujourd'hui, comme le dit très justement Dominique, tout est contrôlé, tout est légalisé et en plus on a énormément évolué sur la formation, sur l'utilisation et sur du bon sens qu'on porte au niveau des chambres d'agriculture à travers des formations auprès de nos ressortissants agricoles. Ça veut dire concrètement, ça veut dire que vous êtes en train de dire que les agriculteurs aujourd'hui ne font pas n'importe quoi ? Ils sont formés aujourd'hui pour l'utilisation des phytosanitaires, chose qu'ils n'étaient pas auparavant. Et il y a une vraie prise de conscience de l'activité agricole sur l'environnement dans notre région. Vous êtes contre les zones de non-traitement ? Je ne suis pas contre, mais pas dans un carcan administratif et réglementaire. On peut être pour, comme le dit très justement Dominique, pour qu'on ne soit pas dans un clivage et qu'on ait une vraie discussion sur le sujet avec la aujourd'hui, société civile. Vous me disiez qu'il y avait des règles, justement. Quelles sont les règles aujourd'hui ? On ne pulvérise pas comme ça à tout vent, c'est ça que vous voulez dire ? On a des règles par rapport aux conditions climatiques, donc vent. Ça veut dire que si le vent est supérieur... Au-dessus de 20 km/h, pas un pulvérisateur dans la plaine. On a énormément évolué aussi au niveau technologie sur le matériel d'épandage, avec tout un dispositif d'antidérive de nos produits phytosanitaires. Et puis, on a aussi une vraie formation de nos agriculteurs et des applicateurs. Alors aujourd'hui, on parle, c'est vrai, beaucoup des pesticides et surtout du glyphosate. Il faut savoir qu'en France, le glyphosate est toujours autorisé. Il est interdit depuis le 1er janvier seulement dans les jardins des particuliers et puis également dans les espaces publics depuis le 1er janvier 2017. A priori, chez les agriculteurs, il serait supprimé à partir de 2021. En France, il faut savoir qu'on consomme à peu près 9000 tonnes de glyphosate chaque année. En Lorraine, on consomme chaque année 111 tonnes de glyphosate. Dites-moi, Guy Haraud, faut-il, vous êtes évidemment pour des zones de non-traitement, 5 mètres, 10 mètres, pour vous, c'est pas suffisant ? Pour moi, c'est une question préalable, mais la vraie question, c'est effectivement un plan de sortie total des pesticides et en particulier du glyphosate. Donc, c'est là la situation. Après, les maires, ils prennent aujourd'hui des arrêtés dans l'attente d'une réglementation précise en la matière. Ils ont à protéger leur population et dans le cas de la protection des populations, donc ils prennent un certain nombre d'arrêtés. Ils ne sont d'ailleurs pas tous à 150 mètres, et ça peut être 100 mêtres, etc. Mais ça, c'est des cas préalables pour sortir
effectivement de l'utilisation des pesticides, même si effectivement il faut prendre ça en compte, que les paysans, ils ont besoin effectivement dans ce cadre-là d'avoir un soutien. Et je ne sais pas si on ne doit pas parler de plan social, mais en tout cas, on doit prendre un certain nombre de mesures pour qu'un paysan il puisse bien vivre son territoire en produisant une alimentation de qualité. Alors 5 mètres ou 10 mètres ou 150 mètres, Monsieur Boguet, vous êtes toujours avec nous depuis la mairie de Fontoy. Qu'est-ce que vous en pensez de ces distances de sécurité, vous ? Alors, le problème de la distance de sécurité, pour moi, il n'y a pas de distance de sécurité limite parce que les abeilles butinent et font des kilomètres pour butiner. Si elles sont en contact avec les néonicotinoïdes, que ce soit à 10 mètres, à 20 mètres ou à 50 mètres, l'effet est le même et elles auront une paralysie de leur centre nerveux et elles ne retrouveront pas la ruche. Donc elles vont voler. Dites c'est pas suffisant. La distance. On a bien compris. Comment ? Vous dites ce n'est pas suffisant. Oui. Laurent Rouillère, vous qui êtes agriculteur, quand on parle 5 mètres, 10 mètres, vous entendez parfois 150 mètres, c'est un gros manque à gagner pour vous ou certains disent que ça va représenter 2% des surfaces agricoles? C'est pas grand-chose, 2%. C'est pas grand-chose dans une économie agricole qui, si elle était saine, pourquoi pas. Et aujourd'hui, on est en réelle crise aujourd'hui dans nos exploitations et ne serait-ce que 2% de nos surfaces retirées dans une tension économique très compliquée, pourrait mettre en péril nos exploitations. Dites-moi, Rémi Dick, vous, quand on parle de 5 mètres, de 10 mètres, vous en pensez quoi ? Pour moi, c'est simplement une affaire de bon sens. Il faut, à mon avis, que la loi puisse permettre d'avoir un cadre. Effectivement, nous, à l'époque, comme on était sur une démarche qui n'était pas punitive, l'arrêté avait été global sur l'ensemble de la ville, mais on ne l'a pas fait appliquer. Donc là, si on arrive vraiment sur une volonté de faire respecter, demain, ces arrêtés antipesticides, il faut avoir un peu de bon sens dedans, il faut que la loi mette un cadre et que derrière, on laisse aussi la liberté aux communes, aux maires, qui sont les premiers responsables, à mon avis, et les premiers qui connaissent la situation du territoire, de pouvoir appliquer le principe de subsidiarité, de pouvoir réfléchir de leur réglementation au plus proche du citoyen, au plus proche de leurs exploitants. Qu'est-ce qu'il faut comme règle de bon sens, par exemple ? Je vais affirmer 2 choses importantes aujourd'hui. Je suis assez d'accord. Et la profession agricole, globalement, est d'accord pour dire qu'on va vers une sortie des pesticides. Les pesticides en France, il faut en sortir. C'est l'après-guerre. C'est 1950, c'est la généralisation de l'usage des pesticides. Tout le monde estime qu'aujourd'hui, en 2050, on peut avoir une sortie quasi totale des pesticides. Moi, j'ai animé à l'Assemblée nationale, il y a moins d'1 an, il y a 9 mois, le premier colloque scientifique sur ce thème. Il n'y a pas eu de grande controverse. Et je serai le député français invité au premier symposium européen, le 23 octobre, en Finlande, qui, à l'occasion de la précédence finlandaise, va aborder un programme de recherche européen, une seule santé, vers le zéro pesticide. Donc, on n'est pas dans des sujets tabous. C'est 30 ans de mutation vers cette agroécologie qui est une révolution, mais qui est possible et que nous pouvons tenir, notamment si nous ne sommes pas concurrencés par le Mercosur, par le CETA, si on consolide les vrais prix aux producteurs. Tout ça est possible. Et on est capable de faire un grand deal national pour le faire. En attendant, il faut éviter de mettre le feu à la profession, de mettre le feu à nos campagnes par démagogie, et il faut être rigoureux. La rigueur, c'est la science. Que dit l'ANSES aujourd'hui ? Les produits qui sont homologués désormais sont interdits si à 10 mètres, ils peuvent avoir un effet négatif. Mais il y a 1800 molécules qu'il faut réétudier. Donc par précaution, il faut prendre une distance transversale de précaution le temps qu'on réétudie ces 1800 molécules. C'est tout le travail qui est engagé par l'État aujourd'hui. J'ai simplement dit au ministre de l'Agriculture que ça ne me paraissait pas sérieux, et c'est notre simple désaccord, cher collègue Mosellan, c'est que je ne vois pas, moi, pourquoi un enfant de Thionville serait traité différemment de celui de Haillange ou de Florange, simplement parce que le conseil municipal aura réagi sur le plan affectif ou sur le plan d'un conflit d'intérêts différemment. Tous les enfants de la République sont égaux, nous sommes le peuple des égaux, et je pense que l'État est à minima les schémas de cohérence territoriaux ou les plans locaux d'urbanisme des intercommunalités sont des échelons plus pertinents pour assurer la sécurité sanitaire et l'avenir de notre agriculture. Guy Haraud, on sait un petit peu comment ça se passe chez nos voisins. Alors, il y a des différentes situations. En gros, si on parle des distances, les règles de distance, elles vont de 8 mètres, dans ce que je connais, à 50 ou 80 mètres. Voilà les choix qui ont été faits. Mais je pense qu'on est tous, et dans tous les pays européens, à un moment effectivement de réflexion.
Autant, je dirais, et je serais d'accord avec Dominique Potier pour dire qu'il y a des choses où on peut sortir en 30 ans, comme par exemple sortir du nucléaire. En 30 ans, ça me semble satisfaisant. Par contre, on ne peut pas sortir des pesticides en 30 ans. Il faut sortir rapidement des pesticides et on n'a pas les moyens. On rappelle quand même ici que les pesticides les pesticides de synthèse, sont pour un certain nombre des produits dangereux, qu'ils sont définis comme cancérigènes et qu'à ce titre-là, on a à être attentif à la santé des populations et qu'on ne peut pas attendre 30 ans, il faut le faire aujourd'hui. Enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est pas cet après-midi, mais c'est dans un temps très restreint et en étant attentif au sort et à la qualité du travail des paysans des territoires. Ça, tout le monde en est d'accord. Laurent Rouillère, on se rend compte aujourd'hui que ce dossier cristallise vraiment les tensions. Vous le voyez, vous, tous les jours, il y a une certaine agressivité envers les agriculteurs. Vous le ressentez sur le terrain ? Le dossier phytosanitaire, oui, globalement, est cristallisant, en plus des autres. Bien-être animal, agribashing, on porte beaucoup, on porte de trop aujourd'hui, la profession agricole porte trop de misère du monde, à tort ou à raison, mais il y a un vrai mal-être aujourd'hui dans notre profession, au-delà des situations économiques difficiles, des aléas climatiques que l'on subit, et ça pèse énormément dans notre dynamique agricole. Mais vous êtes d'accord d'arrêter les pesticides ou pas ? Les agriculteurs sont les premiers exposés. Je pense qu'il faut le voir de façon globale. On est à on a une activité économique. Les phytosanitaires ont développé une attente sociétale de l'époque, qu'a rappelé Dominique. Si aujourd'hui la société considère que les phytosanitaires ne sont plus à utiliser, il faut peut-être pas faire un plan social, mais il faut accompagner notre agriculture vers un nouveau modèle et un modèle rémunérateur. Et c'est quoi le nouveau modèle selon vous alors ? Le souci, c'est que, pour moi, la société est binaire. Elle veut une agriculture propre devant chez elle, mais quand elle fait l'acte d'achat, elle va acheter à l'étranger. Et elle ne veut pas payer nos produits agricoles. Donc là, l'équation, on ne peut pas la résoudre. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment voir le volet phytosanitaire dans sa globalité, par rapport à notre activité et notre modèle économique. Rémi Dick, vous êtes maire, vous êtes maire de Florange, il y a 12 000 habitants, vous avez quelques agriculteurs seulement, 4 ou 5. Dites-moi, les maires ont aussi une part de responsabilité dans ce dossier, parce que la cohabitation entre les urbains ou les néo-ruraux, comme on les appelle, et les agriculteurs devient de plus en plus compliquée. En revanche, c'est bien les maires qui donnent les permis de construire. Et on voit des lotissements, justement, poussés comme des champignons à la lisière des champs agricoles. Alors, il ne faut pas laisser croire aujourd'hui, comme des fois on peut le laisser croire dans le débat public, que rien n'est fait, rien n'est contrôlé sur le contrôle des terres agricoles. Je crois que messieurs les députés pourront mieux l'expliquer que moi, mais aujourd'hui, il y a déjà des schémas de cohérence territoriaux qui sont en place, qui limitent l'exploitation des terres, pas l'exploitation des terres, qui limitent l'urbanisation des terres agricoles et qui évitent justement ces situations où les terres agricoles sont mangées par l'urbanisation. Alors après, il y a des territoires en tension, il faut le dire aussi. Il y a des territoires en tension en fonction des marchés de l'immobilier. La Moselle-Nord en est un. Laurent Rouillé, vous avez des exemples, j'imagine, d'écoles qui sont à proximité de champs cultivés ? Dominique parlait tout à l'heure de vignes, culture pérenne, et on était dans le Toulois tous les deux samedi matin avec les viticulteurs du Toulois. Sur une commune, les vignes étaient à plus de 500 mètres, aujourd'hui elles sont à peine à 200. Donc ça, c'est des vraies réalités avec des cultures pérennes, donc vergers et Est-ce qu'il y a des solutions pour trouver un consensus ? C'est pour ça que la question, on est assez d'accord, c'est la question de l'urbanisme qui va prendre du temps, parce qu'il faut des plans locaux d'urbanisme, il faut restreindre, il faut organiser des ceintures, l'usage, la propriété des sols, c'est pas rien, donc c'est un sujet à mettre sur la table. Moi, je rejoins Guy totalement. Je voudrais le dire, c'est qu'on ne peut pas traiter tous les pesticides de la même manière. La trajectoire globale de sortie des pesticides, pour être très concret, ça veut dire que dans le bassin parisien, il y a 1 hectare sur 3 qui est consacré à de la prairie. C'est plutôt souhaitable. Moi, c'est le modèle d'agriculture que je défendrai volontiers, mais c'est une révolution. Pour tous ceux qui connaissent ce paysage-là, c'est une révolution. Donc c'est ça le prix de la sortie des pesticides. C'est la reconnexion entre l'élevage et la culture. C'est des marchés internationaux qui soient mieux régulés, qui ne soient pas la loi du plus fort. C'est la redécouverte de l'agroécologie. C'est la polyculture élevage que nous défendons ici en Meurthe-et-Moselle et notamment dans le territoire autour de Nancy. Ce modèle-là, il faut se battre pour le défendre et je vous assure qu'on ne ménage pas notre peine les uns et les autres pour défendre la polyculture élevage. Mais il y a des pesticides, des molécules qui aujourd'hui et dès maintenant ne vont pas attendre 30 ans, qu'il faut retirer
dès que possible et le plus tôt possible. C'est les reprotoxiques, c'est ceux qui sont cancérigènes, mutagènes. Et pour cela, le plan de sortie, j'en suis convaincu, doit être accéléré. Et les solutions pratiques, y compris aux côtés des habitations, elles existent si on a un peu d'imagination. On peut en faire des zones de biodiversité avec des haies qui, dans le cadre du changement climatique, peuvent aider la performance de l'agriculture en même temps qu'elles aménagent le paysage et le confort des riverains. On peut en faire des zones d'utilisation privilégiée du biocontrôle. Les solutions aujourd'hui alternatives à la chimie et qui sont aussi performantes sur le plan technique, elles couvrent 15% des solutions. Une molécule sur 7, eh bien, on peut considérer que ces zones-là sont particulièrement traitées au biocontrôle. Moi, je pense que si on se met autour de la table, je ne désespère pas de la société française. Il faut des chartes, par exemple, qui soient signées, par exemple, avec les riverains. Qu'en pensez-vous, Rémi Dick, vous êtes maire de Florange? Faire des chartes avec les riverains, c'est une idée. Après, avoir des chartes, c'est bien. Il faut voir ce qu'on y met. Il faut voir si elle est imposée, si elle est facultative et une possibilité. Après, une autre question qui se pose, c'est peut-être au niveau local d'avoir, que ce soit au niveau intercommunal ou au niveau des villes elles-mêmes, une forme de plan plus global sur la question de l'écosystème au niveau des communes. Ça, c'est peut-être des idées qui peuvent se poser. Voilà. Mais après, une charte, oui, mais tout dépend ce qu'on y met. Qu'est-ce que vous en pensez de cette charte? Il faut par exemple avoir des chartes avec les riverains, les prévenir quand on traite Je pense qu'il y a les deux niveaux sont importants. Ça veut dire qu'il faut, au niveau local, considérer qu'on n'est pas tous dans la même situation. C'est pas tous les mêmes situations, mais il faut un cadre global pour régler d'abord le cadre dans lequel on va travailler, on va faire avancer un certain nombre de choses. Quand le ministre de l'Agriculture aujourd'hui parle de 5 mètres ou de 10 mètres, il se contente de lire les bidons de produits pesticides. Il fait rien d'autre. C'est franchement ça. Et donc ça, c'est assez ridicule. Il faut aller ailleurs. Il faut dépasser ce moment-là pour avoir une vraie envie de sortir des pesticides, de certains plus rapidement que d'autres, mais de tous les pesticides à terme, en tout cas tous les pesticides de synthèse. Quand vous dites qu'il faut revoir le modèle, c'est vous dites en gros, si on fait du bio davantage, eh ben, il faudra revoir le modèle économique et ça peut remettre en cause, par exemple, l'autonomie alimentaire. Il faut en avoir conscience, c'est ça que vous dites? Axer sur toute une production, pourquoi pas, mais il faut l'accompagner dans toute sa mutation, redévelopper des filières et aussi que la société s'engage à nous accompagner dans cette transition-là. Vous parliez bio à l'instant. J'étais avec des responsables politiques encore la semaine dernière. Eux aussi traitent. Hein. Oui, tout à fait. Et moins. On achète du bio, oui, mais on ne sait pas d'où c'est que ça vient. Pas la moitié de nos étals en produits bio sont français. Et le cahier des charges est complètement différent d'un pays à l'autre. Donc attention au message que l'on peut porter par rapport à un type de production. Dites-moi, dernière question, vous avez travaillé au plan éco-phyto. Ça prévoyait justement la diminution des pesticides, moins 25% en 2020 et moins 50% en 2050. Il n'y a pas eu de plan éco-phyto. La faute à qui? La faute au lobby, selon vous, ou pas? Un peu, à une forme d'incurie publique aussi, je dois le dire. J'ai rendu mon rapport en 2014, il a été salué par tout le monde, mais il a déclenché des hostilités féroces et il a eu différentes déconvenues. Aujourd'hui, on n'a pas les résultats escomptés, il faut reprendre ce rapport. Pour ma part, je suis en recours actuellement contre le gouvernement sur un arrêté qui supprime la seule mesure contraignante que nous avions réussi à voter en fin de mandat dans une loi que j'avais portée contre l'accaparement des terres et pour le développement du biocontrôle. Cet arrêté issu de la loi Egalim est un excès de pouvoir du gouvernement et j'ai donc une plainte au Conseil d'État qui n'est toujours pas étudiée aujourd'hui. Donc je suis un combattant clair de cette sortie. Je pense simplement qu'il faut mettre en perspective les problèmes. Notre souci, et Laurent Rouillère l'a bien dit, c'est de nourrir le monde. Et pour ça, il faut produire des protéines chez nous, ça veut dire moins de phyto, et on va sauver l'Amazonie. Il faut penser globalement parce que nous sommes interdépendants, et ce n'est pas en mettant les paysans contre les autres habitants qu'on va gagner, c'est en trouvant des alliances nouvelles. La haute valeur environnementale, par exemple, en est une. J'y crois profondément. Alors, on a bien compris, le monde agricole est en pleine mutation. La consultation se poursuit jusqu'au 1er octobre. Vous avez donné votre avis sur le site
Bien sûr, et comme tout le mouvement Europe Écologie, on a mis en place sur notre site effectivement une possibilité de répondre et d'aider à la réponse, parce que c'est un autre sujet, mais la démocratie participative, ça doit être conduit et ça doit fonctionner si on veut qu'effectivement les gens y participent. On voit que les gens participent de plus en plus et qui ont envie d'être acteurs et citoyens de leur pays, donc on avance dans ce cadre-là. Et donc effectivement, j'ai participé. En tous les cas, merci à Monsieur Boguet d'avoir participé à cette émission depuis Fontoy. Merci à vous, messieurs. On arrive au terme de cette émission consacrée justement aux pesticides. Je vous rappelle que la consultation se poursuit jusqu'au 1er octobre sur Internet. Le décret devrait donc entrer en vigueur au 1er janvier. Voilà, c'est la fin de cette émission. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur Internet. Dimanche en politique se poursuit avec Francis Letellier. Avant cela, vous avez rendez-vous avec Régis Godu pour faire un point sur l'actualité dans votre région. Je vous souhaite de passer à vous tous une excellente journée sur la 3.